Top Mom! Aujourd'hui, épisode numéro 27. On jase hygiène naturelle, mais surtout de l'apprentissage de la propreté avec Ariane, mère de 4 enfants, mais aussi l'humaine derrière l'entreprise, le petit pot Pluto. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Hello Top Mom! Donc, tel que mentionné dans l'introduction, j'ai la chance, le privilège, l'immense honneur de m'entretenir avec aujourd'hui Ariane de l'entreprise Le Petit Pot Pluto. Bonjour Ariane. Salut Marie-Pierre. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, et toi? Ça va très bien, merci de le demander. Ariane, bon, Le Petit Pot Pluto, je trouve que ton branding est quand même bien fait. Aujourd'hui, on va parler de la propreté avec une petite twist sommeil, bien entendu. Mais avant tout, j'aimerais que tu te présentes brièvement pour les Top Moms qui ne te connaissent absolument pas. Oui, bien, allô tout le monde. Moi, c'est Ariane. Je suis une maman de 4 enfants qui sont maintenant âgés de 1 à 7 ans. Je suis une instructrice d'hygiène naturelle infantile et d'éducation à la propreté. Donc, le petit pot Pluto, c'est ça que ça veut dire. Moi, j'aide les parents qui veulent introduire leur enfant à l'utilisation du petit pot à tous les âges, parce que je sais que le petit pot peut être utilisé dès la naissance, avec les bébés, avec les bambins, avec les plus grands. Donc, moi, je prends les parents où est-ce qu'ils sont, puis je les accompagne à partir de là. J'ai fait ma certification avec l'entreprise américaine Go Diaper Free en 2018. Et depuis ce temps-là, j'ai accompagné des centaines de familles là, qui ont suivi mes cours en ligne et plus encore via les réseaux sociaux, mon infolettre et tout ça. Donc, mon but à la base, c'était de faire juste la promotion de l'hygiène naturelle infantile au Québec. Mais finalement, j'ai vu que la propreté, ça intéressait aussi beaucoup de gens, sinon peut-être plus que la chenille, parce que c'est vraiment tout le monde qui doit passer par l'apprentissage de la propreté un jour ou l'autre. Donc, j'ai rajouté ça. J'offre les deux, ce qui fait que maintenant, je couvre vraiment tout le spectre. Et puis, comment on en vient qu'à... Bon, j'ai le goût de t'appeler la queen là, de la propreté. Comment on en devient qu'à avoir le goût, justement, de prendre cette formation-là de Go Diaper Free puis de dire, moi, je me lance là-dedans. La propreté, c'est un sujet de... Écoute, je pose la question, tu sais, comment je suis devenue une intéressée du sommeil. Moi, c'est clairement parce que j'ai eu un trouble, des difficultés, les défis sommeil dans ma vie en général, dans ma vie de maman. J'imagine que c'est un peu la même chose pour toi, mais raconte-moi comment t'en es venue à vouloir te former là-dessus, puis comment tu as fait pour trouver une formation, justement, sur le sujet. Oui, bien, c'est sûr que c'est un petit peu inusité. Tu sais, quand les gens me demandent là, ce que je fais dans la vie, là, ben moi, en fait, tu sais, j'aide les parents avec le pipi et le caca. Tu sais, c'est pas, pour beaucoup de gens, c'est pas le choix de carrière numéro 1. Mais t'es dans le choix roulant, là, quand tu remplis des formulaires là, de ton champ d'activité, c'est comme... Ouais, ça. Non, je suis pas ingénieure, je suis pas éducatrice. C'est très difficile de trouver, d'expliquer, effectivement. Oui, exactement. Mais pourtant, tu sais, le besoin est réellement là, ce qui fait que ça me motive à continuer. Mais ce qui m'a amené à m'intéresser à l'éducation à la propreté, c'est vraiment l'hygiène naturelle infantile d'abord. Quand mon premier bébé avait 3 mois, j'ai découvert que c'est pas tout le monde partout dans le monde qui utilise des couches. Les couches n'ont pas toujours existé. Donc, qu'est-ce que les gens faisaient avant? Qu'est-ce que les gens font ailleurs? C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il y a un truc qui s'appelle Elimination Communication et qui permet aux parents de décoder les signaux d'envie de leur bébé puis de leur proposer de faire leurs besoins, non pas dans la couche en tout temps, mais de faire pipi dans le petit pot, de faire caca dans la toilette et ce, dès la naissance si on le souhaite. Fait que moi, quand j'ai appris ça, j'ai comme fait « Hein! » Tu sais, j'étais comme vraiment sceptique, mais à la fois vraiment curieuse. Puis j'ai commencé sur le coup, j'ai trouvé justement le podcast de Go Diaper Free, j'ai écouté quelques épisodes, je me suis lancée. Puis écoute, à partir de 4 mois, mon fils s'est mis à faire caca exclusivement dans la toilette. J'ai pu changer de couche de caca après 4 mois. Fait que je me suis mis à en parler à toutes mes amies. Tout le monde était là, hey, c'est bien spécial, j'en reviens pas, tu sais, c'est bien intéressant. Puis les seules ressources que j'avais à donner, par contre, c'était des ressources en anglais. C'était justement des ressources de Go Diaper Free ou des livres, ou des fois, il y avait des trucs comme un peu discontinués. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit,
je vais partir une page Facebook. Tu sais, je vais partager ce que je fais avec mon fils, ce qui marche pas, puis je vais mettre des informations au travers. Puis après ça, quand j'ai vu qu'il y avait une formation pour faire ça, ben j'ai dit, ben c'est mon occasion, c'est mon opportunité pour faire des ressources en français, des informations fiables, faciles à trouver, tu sais, pour les parents, pas besoin d'aller chercher un livre qui n'existe plus dans la bibliothèque d'une ville obscure, tout ça. Puis aussi, je voulais créer des trucs qui étaient adaptés à la réalité culturelle du Québec. Tu sais, au fait qu'on a des longs congés de maternité, on peut être beaucoup avec notre bébé. Typiquement, on rentre à la garderie vers 1 an. On a des hivers qui sont rudes. Tu sais, tout ce qui est contexte familial, culturel, tout ça, tu sais, là, je pense que c'est mon background en sciences sociales qui est ressorti. À la base aussi, le petit pot, c'était un exutoire parfait pour ma thèse de maîtrise parce que j'ai eu mon premier bébé pendant mes études. Puis, c'était comme de la procrastination utile, là. Donc, je faisais ma page Facebook plutôt que faire mon mémoire. Mais finalement, les deux ont bien marché. J'ai fini par déposer ma thèse. Puis, le petit pot plutôt est devenu plus qu'une simple page Facebook. C'est devenu mon entreprise, c'est devenu des cours en ligne, c'est devenu une infolette, des groupes Facebook. Ça a vraiment permis à beaucoup de parents de découvrir c'est quoi la chenille, d'améliorer leur pratique, de se sentir soutenus. Puis, en 2020, j'ai rajouté l'apprentissage de la propreté, puis ça a eu le même effet sur cet autre sujet-là qui est en continuité avec l'hygiène naturelle infantile, mais qui est quand même très différent du fait qu'on n'est plus avec des petits bébés, on est vraiment avec des bambins, le terrible ou terrific too, et tu sais, toute la psychologie, toute l'évolution qui vient là, avec notre enfant qui grandit. Moi, c'est drôle là, parce que je t'écoute parler, puis écoute, j'ai le goût d'y croire. Mais là, tu sais, je pourrais jamais le tester parce que mon garçon est maintenant âgé de 14 ans au moment où on enregistre l'épisode, donc ça va bien niveau propreté, il est quand même très autonome. Mais là, avant qu'on parle de l'éducation, de la propreté en soi, puis de l'apprentissage de la propreté, là, il faut qu'on parle de l'hygiène naturelle, toi puis moi, parce que toi, tu dis que tu étais sceptique et curieuse. Moi, je suis surtout sceptique. Je suis surtout sceptique, sachant que, particulièrement la première année. T'sais. Puis là, écoute, je t'invite à défaire tous les paradigmes que j'ai en moi en ce moment sur l'hygiène naturelle. Mais tu sais, particulièrement la première année où, somme toute, quand ça va bien, c'est quand même déjà en soi un défi d'apprendre à être parent. Bon, j'ai goût de te parler du sommeil ou du non-sommeil, du développement moteur, de l'introduction aux aliments solides. On peut parler de plein de sphères dans la vie d'un enfant qui s'installe au cours de la première année. Qu'est-ce qui pousse un parent à vouloir... Parce que moi, dans ma tête, je vois ça vraiment très compliqué, mais là, peut-être que tu vas me dire c'est justement parce que tu connais pas ça. Non, c'est normal que ça ait l'air compliqué, là, parce que c'est tellement hors norme ici que, tu sais, on s'imagine pas là, que c'est possible, là, ou que si c'est possible, justement, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça? C'est tellement pratique, des couches, tu sais. Puis c'est vrai que c'est pratique, des couches. Tu me dis qu'ici, on a cette pensée-là parce que c'est hors norme. Est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a des places sur la planète où c'est la norme? Oui, c'est vraiment... C'est la norme dans toute culture traditionnelle. Puis, dans les pays où ils ont plus conservé leur culture traditionnelle, où ils ont moins un mode de vie de société industrielle occidentale, c'est le cas. Puis, pas plus tard que ce matin, je lisais un article scientifique qui vient de Chine sur le lien entre la chenille puis l'utilisation de couches. Puis, il parle carrément de dépendance aux couches lavables. Puis, il essaie d'identifier les facteurs de risque de dépendance aux couches lavables. Tandis que nous, on va parler d'utilisation de couches lavables. Tu sais, c'est la norme pour nous. On ne voit pas ça comme un problème, comme une dépendance, mais là-bas, ce qui est dans leur culture traditionnelle, c'est d'apprendre aux bébés très jeunes à utiliser le petit pot. En Asie, il y a beaucoup d'enfants qui vont porter des pantalons fendus. Comme ça, même quand c'est des bambins qui marchent, bien, s'ils ont besoin de s'accroupir dans un petit buisson pour faire leurs besoins, ils le font de manière autonome. Fait que oui, ailleurs dans le monde, la norme, c'est la chenille. Parce que, puis à travers l'histoire aussi, parce que les couches jetables, ça date des années 50. Fait qu'avant ça, il y avait, oui, des couches lavables, mais les couches lavables, à peu près comme on les connaît, ça date de 2 siècles. Puis les humains sont sur Terre depuis beaucoup plus longtemps que ça. Fait que c'est vraiment une pratique ancestrale. C'est vraiment une pratique qui est encore aujourd'hui répandue sur la planète, mais nous, en Occident, on a considérablement... on s'est départis là, de cette pratique-là. Mais ça fait un comeback
c'est de plus en plus populaire. Tout comme un certain nombre là, de pratiques plus proximales, si on parle de cododo, allaitement prolongé, portage peau à peau, tout ça, c'est que la chenille se pratique un petit peu, va aller main dans la main avec ces autres pratiques-là. Tu sais, si tu as un nouveau-né en peau à peau sur toi, puis plutôt que mettre une couche jetable, tu mets juste un linge entre ton bébé et toi, bien probablement qu'il va plus gigoter, tu sais, pour signaler son envie. Puis toi, à ce moment-là, tu vas plus le sentir, tu vas plus être alerte. Fait que tu vas pouvoir plus lui offrir. Un bébé qui est en portage va signaler plus clairement son envie. C'est un réflexe qu'on a qui nous vient de notre biologie de mammifères qui fait que les bébés vont signaler plus clairement pour que le parent l'éloigne d'eux. Tu sais, les mammifères aussi, ils font ça. Là. Le bébé singe, il passe pas ses journées à faire pipi sur la maman singe. Ils se font vraiment séparer comme ça pour faire ses besoins ailleurs. Ou tu sais, tu parlais de la DME. Ben, même chose, la DME puis la chenille ont beaucoup de points communs. C'est des approches qui sont menées par l'enfant, qui partent d'un besoin de l'enfant où le parent va aménager l'environnement, va essayer de détecter le besoin de l'enfant quand il a faim, quand il a envie, puis il va lui proposer certaines choses, va aménager l'environnement. Puis quand l'enfant commence la DME, bien là, il y a une évolution des selles. L'enfant commence à s'asseoir seul. Ça peut être propice après les repas de s'asseoir sur le pot pour faire ses besoins. Donc, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tu n'as pas besoin de laisser ton bébé sans couche, jamais, de l'observer tout le temps puis d'attraper 100% des pipis. Il y a des gens qui veulent faire ça, ils peuvent le faire. Mais moi, dans mon approche, je ne suis pas une puriste. Puis je pense qu'on peut faire la chenille à temps partiel. Je pense qu'on peut faire la chenille avec des couches, lavables ou jetables. Puis ça finit par s'intégrer dans ta routine. Le matin, tu te lèves, tu vas aux toilettes. Bien, même chose. Le matin, ton bébé se lève, tu enlèves sa couche, tu le places sur son petit pot, il fait son pipi, puis après ça, tu lui mets une couche, tu continues la journée. Tu sors ton bébé de sa chaise haute, tu enlèves la couche, tu le mets sur la toilette, il fait son caca, tu lui remets sa couche, puis tu continues ta journée. Donc, c'est simplement que ta journée va être ponctuée par des visites au pot qui sont basées sur le parent qui a une connaissance de la routine, des événements, qui connaît un petit peu le rythme d'élimination de son bébé, ou encore quand le bébé signale, le parent va dire « Ah, ben je vois que tu fais tel geste, je sais que c'est un signal d'envie, puis je vais t'amener un pot. » Ou « Je vois que tu fais ton signal d'envie, mais présentement, on est dans l'auto, c'est pas possible pour moi de m'arrêter, donc on va attendre. Si tu peux attendre, tant mieux. Si tu peux pas attendre, vas-y, tu as une couche, c'est justement à ça que ça sert. » Le pauvre Ariane est en train d'enregistrer du contenu et je sens que j'ai une face de, excusez-moi l'expression, mais what the fuck is going on? Parce que là, de la façon que tu me parles, je me dis, mais pourquoi j'ai dépensé des milliers de dollars en couche? Moi, ça... Non, mais j'aime bien ta approche-là, puis je pense que ça fait partie aussi de la philosophie urbaine de trouver des professionnels dans des domaines différents du sommeil, mais connexes quand même au développement global de l'enfant, qui justement arrêtent d'être, tu l'as dit, là, des puristes de tout ou rien. Ton discours me fait du bien de dire que c'est adaptable quand même à la motivation de chaque parent, puis au désir de chaque parent. Puis bon, là, on a parlé, bien entendu, du nombre de couches sauvées, donc sauvons notre planète une couche à la fois. Mais est-ce que ça, de l'introduire plus rapidement, peut aussi aider à la propreté éventuelle, comme l'apprentissage de la propreté, comme nous, on l'a dans notre monde occidental? Oui, clairement. C'est sûr que oui. Parce qu'avec la chenille, il y a des parents qui parviennent finalement à s'éviter la propreté. C'est pas la majorité, mais à force que l'enfant utilise de plus en plus le pot, de moins en moins de couches, améliore sa communication, améliore son contrôle, sa capacité à utiliser le pot de manière autonome. Il y a certains enfants qui, autour de 18 mois, 2 ans, des bébés à chenille qui vont juste devenir propres, puis c'est comme ça s'est fait graduellement, comme ça, tout seul. La majorité, cependant, là, je dois le dire en toute transparence, ont quand même besoin de passer par un apprentissage de la propreté plus formel, où on va vraiment faire une coupure. Tu sais, tu portais des couches, là, maintenant, il n'y a plus de couches. Là, maintenant, c'est juste le pot. Parce que tu es grand, parce que tu es capable, je vais t'aider, je vais t'apprendre, mais maintenant, il n'y a plus de couches. Donc, ça, c'est l'apprentissage de la propreté. Mais un enfant qui a porté des couches 24/7 pendant 2, 3, 4 ans, il vient à perdre un petit peu la sensation, l'anticipation de la sensation de l'élimination. Tu sais, il y a comme de la misère à voir « Ah, je sens que je vais faire pipi,
Parce que quand tu fais tout le temps pipi dans une couche jetable, ben, tu sais, c'est tellement effet au sexe, tellement efficace qu'il y a comme plus ou moins de conséquences. Tu sens pas exactement ce qui se passe après. Tandis que quand tu enlèves la couche, tu sais, l'enfant, tu sais, c'est clair, là, un enfant, quand tu fais la propreté, il va avoir des accidents, là, ça arrive. Ben oui. Mais c'est des opportunités d'apprentissage parce que c'est comme ça que l'enfant va se reconnecter à ah, OK, j'ai senti comme un petit mal dans le bas du ventre. Puis là, après, c'était comme wow, j'ai fait pipi, c'était chaud, c'était mouillé, c'était OK, c'est ça qui s'est passé. C'est ça que maman veut dire quand elle dit tu as fait pipi. C'est ces connexions-là qui vont se refaire. Tandis que le bébé à chenille qui a déjà utilisé le pot, il sait que la couche, c'est pas le seul endroit pour faire son pipi. Il sait qu'il y a le pot. Il y a la couche, mais la couche, c'est pas le meilleur, ni même le seul endroit pour faire. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que cette connaissance-là, ça reste chez l'enfant, particulièrement pour les cacas. C'est pratique parce que c'est particulièrement désagréable d'avoir des accidents de cela. Donc, les cacas, c'est le plus facile en chenille. Puis pour beaucoup d'enfants, quand ils font l'apprentissage de la propreté, ben c'est comme ça revient là, très rapidement. Puis, si je pousse ma réflexion de justement de ne pas le faire de tout ou rien, je pense qu'il y a quand même des parallèles à faire avec l'apprentissage au sommeil autonome et l'apprentissage de la propreté. Puis toi, comment tu voyais ça, si tu étais capable de faire un parallèle un peu entre les deux? Oui, bien, il y a des parallèles. Il y a des parallèles de la chenille avec le sommeil, il y a des parallèles de l'apprentissage de la propreté avec le sommeil. Mais de fait, je pense que la base de ces approches-là, c'est quand même qu'on part d'un besoin de l'enfant. Dormir, Okay. faire ses besoins. Si tu rajouterais le sommeil, puis c'est pas mal les besoins les plus primaires de tout être humain. L'affaire, c'est que les bébés, ils sont comme pas capables par eux-mêmes de répondre à ces besoins-là. Tu sais, ils ont besoin du parent pour les assister. Puis, il y a toutes sortes de manières de faire. Puis, tu sais, c'est aux parents à trouver qu'est-ce qui leur correspond. Mais reste que ça part des besoins de l'enfant. Puis, je pense que, surtout pour l'apprentissage de la propreté, puis l'entraînement au dodo, je vois une certaine méfiance des parents, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est connoté négativement. Puis ça, à mon avis, je ne sais pas si tu le partages, mais tu sais, on s'entend qu'au début du 20e siècle, c'est des méthodes qui n'étaient pas vraiment douces pour les enfants. Tu sais, c'était assez coercitif. Pour l'apprentissage de la propreté, tu sais, on mettait les enfants propres dès qu'ils marchaient avec des méthodes strictes, des méthodes coercitives. On mettait les enfants sur les petits pots, puis il fallait que ça se passe, sinon il y avait des punitions. Puis je pense que c'était un peu la même chose avec le sommeil. On laissait pleurer les enfants jusqu'à épuisement. On disait « Ah, le pleurer, c'est bon pour les poumons. » T'as-tu déjà entendu une niaiserie de même, toi? Oui, plusieurs fois, même, je te dirais. fait qu'on dirait, tu sais, puis heureusement, à un moment donné, il y a des médecins, tu sais, il y a des gens qui ont dit « Wow, là, faut qu'on se calme, là, parce que là, ce qu'on fait, c'est pas bon, là. » Tu sais, fait qu'il y a eu un retour du balancier, puis tu sais, on s'est dit, là, ça nous prend des méthodes plus douces, des méthodes non coercitives, des méthodes adaptées au développement de l'enfant. Puis tu sais, à partir du moment où on en a su plus de la psychologie de l'enfant, du fonctionnement, tu sais, psychomoteur, tout ça, on a réussi à avoir des méthodes plus douces. Mais là, j'ai l'impression aussi des fois que le balancier, là, on dirait qu'il continue, là, puis des fois, il est rendu un petit peu dans le champ gauche, là, où comme toute forme d'éducation à la propreté ou d'entraînement au dodo est vue comme mauvaise pour les enfants. Puis, on dirait que cette peur-là de mal faire les choses demeure. Puis même quand on a une approche qui est bonne, qui est adaptée pour l'enfant, qui convient aux parents, on a comme toujours cette inquiétude-là. Puis, alors que non, il y a toutes sortes de manières de le faire, il y a des manières de bien le faire, des manières de le faire qui vont être pour le parent en cohérence avec leur manière d'élever leur enfant. Puis je pense que là où on intervient, toi et moi, c'est pour dire non, c'est pas des choses qui sont mauvaises en soi, puis il y a manière de bien le faire, puis nous, on va vous accompagner là-dedans. Mais il ne faut pas en vouloir aux parents d'avoir ce genre de sentiment-là parce qu'effectivement, c'est le message qui a été véhiculé pendant tellement d'années que là, on tombe dans un genre de choc de génération parce que là, nos grands-parents ont fait d'une façon, effectivement, on n'est pas mort, mais est-ce que c'était la meilleure façon de faire? Je pense que la question se pose quand même. Puis là, on tombe aussi dans notre société à nous actuellement qui est on a tellement peur de se tromper, puis on a tellement peur de briser, puis on est tellement instruit
de choses, puis on veut tellement pas se tromper, puis on aimerait tellement ça faire ça de la façon la meilleure possible la première fois, qu'on se fait une pression énorme, puis là, ben, il y a les discours qui sont tellement différents de l'un de l'autre, avec toute l'information qu'on a, c'est difficile de se retrouver. Fait que oui, effectivement, j'abonde dans ton sens que ça fait du bien d'avoir, je me lance des fleurs au passage, mais ça fait du bien d'avoir des gens qui sont un peu dans la zone grise, de dire, moi, j'ai de l'information, voici ce que moi, j'ai appris dans les livres, dans mes formations, dans mes cours universitaires. Après ça, moi, je te tords pas un bras pour venir m'écouter, puis je te tords pas un bras pour prendre mes conseils non plus. Mais sache que moi, ce que j'ai à te proposer comme champ d'action, comme connaissance, les voilà. Après ça, libre à toi d'en faire ce que tu veux, plutôt que un peu comme le médecin qui va demander à un parent de laisser pleurer. Puis tu sais, tu disais que c'était la médecine qui avait fait un genre de « wow, stop, je pense qu'on s'en va dans une mauvaise direction ». Moi, je pense que c'est pas le monde de la médecine, c'est justement beaucoup plus le monde de la psychologie ou le monde de la psychoéducation qui sont encore en train d'essayer de raisonner beaucoup le monde de la médecine traditionnelle qui a un rôle précis de garder l'humain en vie, mais qui n'est pas nécessairement adapté à la réalité de tous. Non, mais c'est important d'en parler parce que, je veux dire, moi, j'ai une chance qu'on a des médecins, pas une chance qu'on a des pédiatres, mais tu sais, une chance aussi qu'on a retrouvé un peu cette humanité-là qui est moins un peu biologique puis qui prend en considération l'humain dans son entièreté et non pas juste dans le fonctionnement normal d'un humain normal dans une journée normale. Fait que oui, effectivement, il y a beaucoup de parallèles à faire avec ça. Là, écoute, tu m'as quasiment convaincue que l'hygiène naturelle est effectivement une bonne chose. Je continue à penser qu'effectivement, c'est une métier. En même temps, je n'ai pas suivi ta formation. Puis, mais tu me donnerais le goût, en tout cas, du moins, de me renseigner sur ce que je suis capable de faire dans les limites de ce que je suis capable d'offrir à mon enfant à ce niveau-là. Fait que bravo, tu as bien fait ton travail, ma sœur Ariane. Mais c'est ça. Moi, c'est ça, comme tu dis, ma job, c'est de fournir l'information, de faire la promotion, de dire ça existe, ça se peut. Puis, honnêtement, je pense que la chenille, c'est la prochaine DME. C'est comme tantôt quand tu as dit, là, je me demande comment je dis ça, j'ai jamais fait ça avec mon enfant. Tu aurais parlé de DME il y a 20 ans au Québec, là, il n'y a pas grand monde qui connaissait ça. Maintenant, c'est super fort. C'est ça, c'est exactement ça. Fait que moi, je pense que la chenille gagne à être connue, puis que de plus en plus les gens le pratiquent. Puis je pense qu'on est sur le bord là, d'une petite révolution dans le domaine de la couche, là. Bien, je te félicite d'être pionnière dans le domaine francophone, ma chère Ariane. Là, on va lâcher un peu la chenille parce que j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus à la propreté parce qu'on sait que, particulièrement avec le sommet, bon, moi, je les appelle les tout-petits, les bambins, les kiddos, on les appelle comme on veut, ça peut quand même devenir un enjeu que cet apprentissage-là, qui est un changement émotionnel, qui peut venir jouer sur les habitudes de sommeil. Fait que là, on va tomber plus dans le volet apprentissage à la propreté. Selon toi, toujours, là, à quel âge on devrait commencer peut-être à éventuellement se poser l'éventuelle question de commencer l'éducation à la propreté, mettons. Parce que j'essaye de mettre des gants blancs parce que là, il y a peut-être des mamans qui nous écoutent. Comme moi, mon Dieu, je suis en retard. Là, on parle de moyenne et de généralisation ici. Fait que ne fais pas un accident d'auto. C'est en train de nous écouter. Ne fais pas... manque pas d'air là, avec l'information qu'Ariane va te donner, mais selon toi, le processus optimal, sans nécessairement être le seul parcours non plus, ce serait quoi? Ouais. Alors, il y a plusieurs théories sur les fenêtres d'opportunité pour l'apprentissage de la propreté. Donc, on va commencer à dire ça. Je pense pas qu'il y a un âge idéal. Là. C'est pas 347 semaines et 2 jours. En semaine. Ouais, c'est ça. Non, mais là, j'adore. Oui, on calcule pas en années quand même. Là. Non, mais là, j'ai quand même le goût de faire une blague de, tu sais, mon enfant a 37 mois. Oui, il y a 3 ans. Arrête de compter en mois. Mais c'est drôle parce que ce que je m'en vais dire, c'est justement en mois. Donc, il n'y a pas un âge idéal. Il y a plusieurs fenêtres d'opportunité qui sont favorables à l'apprentissage de la propreté. Donc, moi, étant formée chez Go Diaper Free, je parle pas tant du concept d'être prêt parce que c'est pas vraiment un concept qui a des fondements scientifiques. On va plutôt parler de est-ce que l'enfant est capable, est-ce que l'enfant est intéressé, est-ce qu'il est curieux, est-ce qu'il est coopératif. Tu sais, c'est plus le parent qui va être prêt ou pas prêt. Puis souvent, le parent connaît bien son enfant. Le parent va être prêt si l'enfant est prêt, entre guillemets. Tu sais, s'il voit que son enfant est intéressé, s'il sent qu'il est capable, si le parent est lui-même informé, motivé, suffisamment en forme. Là, tu parlais de tous les défis pendant la première année de vie. Ben,
Ça continue assez aussi. Là, si t'es en burn-out, fais pas la propreté, c'est pas un Non, ça se fait. Bref, faut que toi avant, là. faut que l'enfant soit capable, faut que le parent se sente prêt, puis il y a plusieurs fenêtres d'opportunités qu'on peut utiliser. Une auteure que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jamie Glowacki, qui a fait un livre qui s'appelle Oh Crap, Potty Training. Premièrement, le titre me fait beaucoup rire. Et deuxièmement, c'est un livre super le fun, c'est drôle, c'est droit au but, tout ça. Elle a dit fenêtre d'opportunité entre 20 et 30 mois. Donc, pour le commun des mortels, c'est un peu après 1 an et demi jusqu'à 2 ans et demi. OK, Puis, fait on peut dire en général, à partir de 18 mois, les enfants sont capables. C'est ça qui se faisait avant. Comme on disait tantôt, est-ce que c'est parce que ça se faisait avant que c'est nécessairement bon? Là, moi, ce que je vais dire, c'est plutôt, c'est pas tant la question d'âge, c'est d'avoir une approche qui est adaptée à l'âge de l'enfant. Donc, à partir de 18 mois, on peut faire un apprentissage de la propreté avec une méthode adaptée, avec des attentes réalistes, mais ça peut se faire. 1 an et demi à 2 ans et demi, c'est bien. Il faut quand même dire, par contre, que la moyenne, c'est 3 ans. Donc, pour beaucoup de gens, ça se passe plutôt autour de 3 ans. Mais le petit pot plus tôt, moi, je suis quand même là pour dire que si vous voulez le faire plus tôt, vos enfants sont capables, ça ne va pas les traumatiser, ça ne va pas les briser. Si vous le faites avec une méthode sécuritaire, ça va bien aller. Puis, il y a même plusieurs bénéfices à le faire plus tôt. Pour l'autonomie de votre enfant, pour l'environnement, pour son confort physique, pour son développement moteur. Il y a toutes sortes d'avantages à le faire plus tôt. Puis souvent, les parents vont le faire plus tard que tôt parce qu'ils se sont fait dire d'attendre, parce qu'ils ont eu des craintes justement, parce qu'ils n'ont pas été bien accompagnés, alors que, au contraire, on peut le faire plus tôt, on peut le faire bien. OK. Puis est-ce qu'il y avait une différence entre garçons et filles? Mais ça, biologiquement, il n'y aurait pas de raison que les garçons soient propres plus tard que les filles. Les statistiques l'observent, mais mon impression, c'est que c'est, comment on appelle ça, une prophétie autoréalisatrice. Fait que comme on dit aux parents que les garçons, ça va être plus tard, ben les parents, généralement, le font plus tard avec les garçons. Donc, les statistiques demeurent, mais il n'y a pas de raison que les garçons seraient propres plus tard que les filles. OK, parce que moi, c'est vraiment ça que j'avais entendu quand moi, mon garçon est devenu propre. C'est ça qu'on entend, effectivement. Écoute, il était propre à 18 mois. Alors, mais c'est pas pour un petit gars. Mais écoute, moi, vite, là, je ne veux pas voler trop de ton temps parce que je trouve ça passionnant de ce que tu parles, mais l'histoire de la propreté de Jacob Olivier, ma mère était allée au magasin et elle avait trouvé des petites bobettes trop cute. Fait qu'elle achète les petites bobettes trop cute, OK? Fait que là, Jacob Olivier met les petites bobettes. Puis là, tu sais, dans le temps, je suis mère monoparentale. Fait que probablement que Jacob Olivier, mettons que je l'ai laissé là le vendredi soir, puis je suis venue le rechercher le dimanche. Elle dit, écoute, il n'a pas mouillé de ses bobettes de la journée. Je fais, ben voyons donc, ça se peut comme pas. Fait que, mais là, ça reste comme ça. Fait que là, Jacob Olivier veut continuer à mettre des bobettes. Puis là, à un moment donné, je vais rechercher Jacob Olivier, puis je ramène un paquet de couches avec Madame Martine. Dans la catégorie des éducatrices qui méritent vraiment le titre d'éducatrice, il y avait Mme Martine de Jacob Olivier de 18 mois à 2 ans. Ça a été son éducatrice. Puis j'arrive avec mon paquet de couches neufs parce qu'il n'y en avait plus. Elle dit non, tu peux le ramener. Jacob Olivier est propre. Et je te jure, sur ma tête, Ariane, j'ai même pas souvenir d'avoir ramassé du bifi à terre. J'ai même pas de souvenir d'avoir nettoyé des bobettes. Ça s'est passé vraiment, vraiment... Là, je n'arrête pas de dire que c'est ma mère qui a rendu mon garçon propre. Parce que moi, je vous jure, aussi vrai que je suis assise devant mon micro en ce moment, je ne sens pas avoir fait d'effort pour la propreté de mon garçon. Puis comme quoi... Puis ça s'est passé à 18 mois. Oui, parce que les petites bobettes... Ma mère, elle avait raconté quelque chose comme, tu ne voudrais pas mouiller les petits camions, quelque chose de même. Ma mère était bien forte dans ce genre de récit-là. Il ne faut pas mouiller les petits camions. Puis là, c'est en pipi, on va aller dans la toilette, tu sais. Probablement qu'il y avait une boîte de Smarties, peut-être cachée quelque part, l'histoire ne le dit pas, là. Mais peu importe, moi, c'est vraiment mon histoire avec la propreté. C'est que quand on me raconte qu'effectivement, je peux comprendre que pour certains enfants, c'est compliqué, là. Je suis pas en train de dire que c'est facile, parce qu'il y a des enfants qui sont plus réticents à cette transition-là et tout ça, mais tu sais que pour moi, l'apprentissage de la propreté, c'est comme... Il me semble que je m'en suis même pas souciée. Je me souviens d'avoir finalement donné le restant des couches, puis Jacob Olivier était propre, puis du jour au lendemain, il n'y a pas eu de régression. Fait que c'est pour ça que... Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont besoin de conseils de Ariane, le petit pot. Non, mais on a aussi besoin des histoires positives comme ça parce que d'emblée, quand on parle de la propreté, tu sais, la propreté a mauvaise réputation. Tu sais, quand tu dis propreté, les gens s'imaginent, là, tu sais, mon tapis va être ruiné, mon enfant va aller se cacher derrière le divan pour faire caca par terre. Tu sais, comme,
on entre d'emblée dans les scénarios catastrophes, alors que il y a des fois où ça se passe super bien, tu sais, où c'est vraiment, l'enfant est super coopératif, il pose pas trop de questions, il s'oppose pas trop, puis juste, ça se passe. Puis moi, je suis capable d'imaginer aussi des parents dans ta situation aussi, en fait, où l'enfant mène le bal un peu, l'enfant montre ses capacités, puis le parent a tellement l'impression que, ben non, c'est trop tôt, il est pas prêt, ça va être nuisible pour lui, faut pas, quasiment faut pas. Tu sais, alors qu'un enfant, ou tu sais, ça aussi, on le voit des fois la nuit, tu sais, un enfant qui commence à être gêné de porter des couches, tout ça, qui dit qu'il veut plus en porter, puis là, le parent qui est comme, ben là, je sais pas comment faire, je sais pas comment, tu sais, puis moi non plus, je sais pas tout le temps comment tout faire avec mes enfants, mais comme des fois que, tu sais, il faut le suivre, l'enfant. Quand l'enfant manifeste ce désir-là, il faut le suivre, tu sais. Bien, ça, c'est un autre beau parallèle à faire avec le sommeil. Parce que moi, effectivement, quand les parents sont rendus chez Bedaine Urbaine, souvent, c'est parce que le sommeil, ça va pas très bien. Mais il y a beaucoup de parents qui n'entendront jamais parler de Bedaine Urbaine, qui n'auront jamais besoin de parler de Bedaine Urbaine, parce que l'enfant a des prédispositions sommeil plus faciles qu'un autre enfant. Puis, tu sais, je veux dire, lequel est le meilleur? Absolument aucun des deux. C'est juste que c'est des tempéraments qui, souvent, sont différents. Mais oui, effectivement, d'avoir souvent, on a toujours entendu mais c'est la même chose pour l'accouchement, là. Ah, moi, j'écoute 30 heures de travail. Tu sais, non, ça fait du bien, effectivement, de savoir qu'il y a du monde qui accouche facilement, que la propreté, ça se passe bien, que le sommeil, les premiers jours à la garderie, etc., ça fait du bien, peut-être, effectivement, de savoir que c'est pas toujours compliqué, mais c'est aussi, je pense, rassurant de savoir qu'aujourd'hui, il y a des ressources qui existent. Que c'est pas toujours facile non plus. Ça, c'est comme, moi, depuis que je suis mère, c'est vraiment, je cherche une manière là, de donner l'heure juste sur la maternité, tu sais, sans mettre des lunettes roses puis dire que tout est parfait, mais en maintenant, sans dire que, tout est donc difficile. Comment est-ce que tu fais, tu sais, pour communiquer vraiment, c'est quoi cette espèce d'équilibre-là entre, ça peut être vraiment dur, ça peut être vraiment, tu sais, beau, c'est, il me semble, ça peut toujours être l'un ou l'autre. C'est top. Ben, tu sais, je pense que bien rendre ça. Je pense que ça fait partie peut-être des tempéraments de ceux qui racontent les histoires. Tu sais, il y a des couples qui, tu sais, tu regardes aller, puis tu dis, mon Dieu, ces couples-là, je pense qu'ils se chicanent jamais. Et ça comme pas de bon sens, qu'ils se chicanent jamais. Ça se peut pas qu'ils s'obstinent jamais sur absolument rien. Fait que je pense que ça fait aussi partie des gens qui sont peut-être un peu plus résilients de dire, moi, la maternité, ça a bien été. Tu sais, moi, ça, c'est mon genre, là, tu sais, mais tu sais, j'ai fondé Bedaine Urbaine parce que je me souviens très bien que je dormais plus puis que je me disais, c'est-tu vraiment ça être maman? Fait que c'est pas vrai que c'est toujours vrai, mais je pense que aussi d'avoir de plus en plus de partage d'informations, je pense que, tu sais, d'avoir maintenant parce que c'est pas vrai que c'est juste du mauvais côté, les réseaux sociaux, il y a du beau des réseaux sociaux. Je pense que justement, d'avoir de plus en plus accès à des histoires qui sont différentes l'une de l'autre, je pense que ça aide aussi les parents à relativiser qu'effectivement, c'est pas toujours noir, mais c'est pas toujours blanc non plus. Puis ça fait partie de l'humanité parce que de toute façon, si c'était toujours gris, ce serait tellement plate. Tu sais, je veux dire, ça prend des variables. Non, mais tu sais, c'est vrai, tu sais, je veux dire, on est content quand ça va bien, puis on a comme un genre de vent de soulagement de se dire, hey, ça va bien, mais tu sais, je veux dire, c'est inévitable que dans la vie, il y a des hauts et des bas, puis que ce soit la relation de couple, la famille, les enfants, le travail, limite, la santé. C'est toujours un peu la même histoire. Là, on retourne un peu, on a divagué, mais j'aime bien cette parenthèse qu'on s'est permis de faire là. Merci beaucoup pour cette intervention, Ariane. Autre question sur la propreté. Bon, entre un an, un petit peu plus qu'un an, puis jusqu'à 2 ans, 1 an et demi jusqu'à 2 ans et demi, est-ce qu'on commence par la nuit? J'imagine que non, on va commencer par le jour, mais est-ce qu'on fait les deux en même temps? Mettons que là, je suis rendue à cette étape-là, que je sens que mon enfant est prédisposé. Il n'est pas nécessairement prêt. Moi, je suis prête. Je t'entends, Ariane. Donc, le parent est prêt. L'enfant semble avoir un certain intérêt pour ça. Qu'est-ce que je fais? Mettons, les 2-3 premières étapes, c'est quoi? C'est effectivement d'aller acheter des petites bobettes cute. Puis, c'est quoi? Comment on commence ça? Non, même pas. Ben, première étape, s'informer, savoir, avoir un plan de match clair. Puis là-dessus, je vais me permettre de faire un petit drop d'une super ressource que j'ai, qui est une ressource gratuite. Ça s'appelle le plan d'action pour la propreté. Je te l'envoie par courriel et ça te donne les grandes étapes de l'apprentissage de la propreté. Donc, premièrement, s'informer avant. Pas besoin de courir au magasin s'acheter des petites bobettes. On va plutôt acheter un petit pot, une petite lunette de toilette, un petit tabouret pour rendre ça accessible pour notre enfant. Puis, en termes de quand on commence, ça prend
ça prend 2-3 jours, là, où c'est comme tu bloques ton agenda, puis c'est ça que tu fais, ça s'appelle les jours d'apprentissage intensif, puis c'est comme difficile d'avoir une vie sociale pendant ces jours-là. Donc, typiquement, une longue fin de C'est pas plus que semaine. 2-3 jours. Hein? C'est pas plus que 2-3 jours. Oui, l'apprentissage de la propreté. Ah oui, non, mais ça c'est ce premier bloc-là. Là. Mais c'est ça, les jours d'apprentissage intensif, ça s'appelle les jours, ça s'appelle pas les semaines. Fait que c'est typiquement 1 à 3 jours. Là, c'est pas une méthode magique, en 3 jours, c'est fini, mais comme Non. il y a un premier coup à donner, au début, tu sais, je parlais là, de la reconnexion à son corps, tu sais, puis porter de couche, puis apprendre à reconnaître les signaux d'envie, puis à y réagir. Ça, c'est ce qui se passe pendant les 1 à 3 jours. Donc, on commence ça, puis donc on commence avec la propreté de jour, c'est le plus important parce que, puis on fait soit la nuit en même temps ou on attend. Mais il faut commencer avec le jour parce que le jour, on est réveillé, puis la nuit, on dort, puis c'est difficile d'apprendre des choses quand on dort. Donc, la Mais propreté tu vois, je la t'arrête nuit... tout de suite. Oui. Ben, c'est parce que moi, j'aurais pensé, puis encore là, j'enregistre ce balado n'ayant aucune connaissance sur l'apprentissage de la propreté. Je m'avoue, là, OK? Mais moi, j'aurais pensé que, comme on a toujours fait ça de même, moi, j'aurais fait ça de même, que j'aurais fait le jour, j'aurais stabilisé le jour, puis après ça, je serais passée à la nuit. Mais tu es en train de me dire qu'on peut faire les deux en même temps. On peut faire les deux en même temps parce que à cet âge-là, passé 18 mois, 2 ans, 3 ans, parfois les enfants ont besoin de plus de clarté pour mieux comprendre. Donc, de garder des couches le jour, garder les couches la nuit, puis pas emporter le jour, là, des fois, ça peut amener un petit peu de confusion. Ou un enfant qui, par exemple, il y en a qui vont se mettre à faire caca la nuit parce qu'ils portent une couche. Tandis que si tu enlèves la couche, ils vont comprendre qu'ils doivent faire caca dans le pot, puis ils vont apprendre à surmonter leur peur, leur blocage avec l'accompagnement de leurs parents. Donc, moi, je conseille de l'essayer. Tu sais, ça ne fera pas de mal à personne. Vous n'engendrerez pas de traumatisme à la Freud avec des répercussions toute la vie de votre enfant. Les enfants sont très résilients, puis tu sais, le pot, ça ne mord pas les fesses. C'est pas dangereux. Donc, si vous êtes game, essayez. Vous expliquez à votre enfant, maintenant, on fait la propreté. Tu ne portes plus de couches le jour et la nuit. Tu vas apprendre à utiliser le petit pot. Je vais t'aider. On va faire ça ensemble. Si vous voyez que ça ne marche pas, à ce moment-là, vous expliquez, bien écoute, la nuit, on dort. C'est difficile de se réveiller pour faire pipi dans le pot la nuit. Donc, pour l'instant, on va mettre une couche. Puis, dans X temps, ça peut être quelques semaines plus tard, comme tu disais, il y en a qui préfèrent stabiliser le jour, puis une fois que ça commence à bien aller, là, on s'essaye de nuit. Il paraît qu'en moyenne, c'est 6 mois après que ça arrive. Fait qu'il y en a qui disent directement, commence le jour, 6 mois plus tard, tu rajoutes la nuit. Donc, c'est vraiment au choix des parents, mais la propreté la nuit, en fait, il y a certains enfants aussi pour qui c'est super simple. Il y en a, tu enlèves la couche, puis ils font pas pipi, puis c'est tout. Comme il y en a des fois même aussi, des fois je dis sur les réseaux sociaux, « Ah, mon enfant commence à se réveiller la couche sèche, qu'est-ce que je fais? » Bien, si ton enfant se réveille la couche sèche, il n'y a pas besoin de couche, tu lui enlèves, puis ça va. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on dort, notre corps sécrète une hormone qui s'appelle la vasopressine, qui va inhiber les mictions. Miction, c'est le mot scientifique pour faire pipi. Ce qui fait qu'on a moins envie de faire pipi quand on dort. Puis ça nous permet, les adultes, à ne pas faire pipi dans notre lit tous les soirs, ce qui est fort pratique. Puis qui fait que, généralement, quand notre vessie est pleine, on va entrer en période d'éveil ou dans un cycle de sommeil plus léger. Là, c'est toi la pro du sommeil, c'est pas moi. Mais il y a des études qui ont été menées même sur des bébés là, qui ont constaté que des bébés de 9 mois, des bébés de 9 jours ne font pas pipi pendant leur phase de sommeil profond. Ils rentrent en période de semi-éveil ou micro-éveil, oui. Donc, même pour les enfants, généralement, ils ne vont pas faire pipi pendant leur sommeil profond. Ils vont comme se réveiller un peu. Puis là, il faut juste les aider à comprendre que quand tu te réveilles un petit peu, de rester alerte à tes sensations d'envie. Puis, une fois qu'on a aménagé l'environnement, tu as un petit pot à côté de ton lit, tu as ta veilleuse, on lit des livres pour expliquer à l'enfant les étapes qu'il doit suivre. On dit à l'enfant, quand tu te réveilles, crie « maman, pipi », puis je vais venir t'aider. Donc, on apprend à l'enfant qu'est-ce qui est attendu de lui. On aménage l'environnement, on fait une routine de sommeil favorable. On donne moins d'eau à boire avant de coucher. On s'assure de faire un dernier pipi à l'endroit où on veut qu'il fasse la nuit pour qu'il soit habitué d'utiliser cet endroit-là. Puis, c'est comme ça qu'on arrive à la propreté de nuit. Donc, encore une fois,
c'est pas tout le monde à qui ça arrive super facilement, mais ça peut être aussi simple que ça, puis ça vaut au moins la peine de l'essayer, tu sais. Puis là, mettons, écoute, je pars. Mettons, genre, j'ai essayé, ça fait une semaine, ça fonctionne toujours pas. Est-ce que c'est un gros fail de remettre une couche? Je sais, si, mettons, finalement, on se rend compte que l'enfant n'était pas prédisposé, finalement. Nous, on était prêts, mais lui, il était pas, ne collabore pas. Ah, là, j'aurais aimé ça enregistrer les mots que tu as utilisés tantôt, mais finalement, c'était pas un bon timing. Ouais. De remettre une couche, j'ose croire que non, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Ben non, là, moi, je dirais pas que c'est un gros fail, là. Honnêtement, ça m'est arrivé personnellement, tu sais, comme, tu sais, moi, un autre point commun, là, entre l'entraînement en dodo puis la propreté, là. Moi, cet été, j'ai fait l'entraînement en dodo avec ma petite de 1 an, puis mon grand de 3 ans et demi est devenu propre de nuit, alors que ça faisait 1 an qu'il était propre de jour. Donc, même moi, là, Madame Pipi incarnée, là, mon enfant n'est pas devenu propre simultanément, super facilement, là, tu sais, c'est la vie aussi, là. Mais dans la dernière année, c'était vraiment un projet que j'avais. J'ai essayé à plusieurs reprises, tu sais, j'ai enlevé les couches, je le levais pour qu'il fasse son pipi, mais tu sais, il dort dur. Écoute, il faisait pipi dans son lit, puis il se réveillait même pas. C'était moi, comme, soit j'allais le voir, puis j'étais, voyons, ça pue donc bien ici. Puis, tu sais, fait que là, il fallait tout changer, tout ça. Puis, pendant ce temps-là, j'avais aussi ma plus jeune qui ne dormait pas encore, là. Fait qu'à un moment donné, je fais, ben là, non, là, on arrête ça. C'est too much. Là, ça marche pas. Puis, finalement, tu sais, j'ai réessayé. Je pense que c'est seulement à la 3e reprise que j'ai dit, là, j'y tiens, là. Là, je veux que ça marche, là. Puis, je l'ai fait plus longtemps. Le soir, je le réveillais dans son sommeil. Je le mettais sur le pot. Je lui mettais une pull-up quand même. Ce qui n'est pas d'emblée ce que je recommande aux parents parce que le fait de dormir sans couche, sans pull-up, ça aide l'apprentissage. Mais là, je n'étais pas pour changer des draps chaque nuit. Puis j'avais aussi l'autre bébé. Fait que j'y mettais sa pull-up. Si elle restait au sec, tant mieux. Si elle mouillait, tant pis. Puis je faisais comme ça. Je le mettais sur le pot quand j'allais allaiter la nuit. J'allais voir mon plus grand pour lui le placer sur le pot. Puis j'avais ma petite routine. Ça a duré un certain temps, puis à un moment donné, on s'est rendu compte que, oups, on a oublié d'aller lui faire son pipi. J'espère qu'il va être encore au sec. Puis là, il était fréquemment de plus en plus encore au sec le matin. Puis à un moment donné, on a juste arrêté d'y aller. Puis là, 2 semaines plus tard, sa pull-up était tout le temps sèche. Fait qu'on a arrêté d'y mettre la pull-up. Et c'était la pull-up de la victoire, la dernière qu'on utilise et qu'on est très heureux de jeter aux poubelles, aller l'enterrer là, dans son site d'enfouissement. Fait que des fois, ça peut être, tu sais, c'est un petit peu plus long, mais tu sais, c'est pas un échec. Au final, j'ai fini par le faire, puis je suis très contente de l'avoir fait. Mais oui, ça a demandé un peu d'effort, ça a demandé un peu, tu sais, d'initiative, puis d'apprendre, puis de répéter, puis c'est ça aussi, mais c'est pas négatif, là, ça fait partie de notre rôle de parent, là. C'est comme toutes sortes d'autres affaires, là, tu sais, une autre affaire, apprendre à s'essuyer, là, c'est un processus quand même long et pas très agréable. Mais non, il faut le faire. Exactement. Non, puis ça me fait un peu penser, on a tellement pensé que nos enfants nous manipulaient que là, on se disait, tu sais, si je remets une couche, c'est mien, il va gagner, j'arriverai jamais. Tu sais, ça fait un peu partie de ce courant de pensée-là de l'enfant Milo qu'on parlait tantôt, de la façon qu'on a interprété le développement de l'enfant de façon tellement erronée parce qu'on a voulu penser qu'un enfant, c'était un petit adulte et non pas un humain enfant. Fait que ça me fait un peu penser à ça, mais c'est parce que je pose la question parce qu'il y a plein de parents qui sûrement... C'est quand on commence, il faut qu'on finisse. Non, calmez-vous, là. On peut essayer, ça marche pas, on prend tempère, puis on essaye d'autres trucs ou on appelle Ariane, pourquoi pas. Là, moi, j'ai une autre question concernant le dodo. Tu sais, là, le fameux « j'ai envie de pipi », tu sais, moi, il y a une phrase dans mon Soft Book tome 2 qui est un enfant qu'on met au lit se transforme soudainement en philosophe déshydraté, là. C'est un peu l'idée, là, tu sais, souvent, le pipi est une question. Quand les enfants se rendent compte qu'ils ont un levier intéressant de dire si je dis pipi, mon parent arrive très vite, il m'accompagne jusqu'à la toilette, j'ai droit à bravo, t'es vraiment bon, t'es vraiment bonne, je suis fière de toi. Mon parent est content de me voir, contrairement à si j'ai d'autres demandes où il fait comme demain, bonne nuit. Fait, comment on gère ça, justement, cet apprentissage de dos, que ça ne devienne pas comme un levier de négociation au sommeil, mais de respecter cet apprentissage-là? Ben, je pense que tu l'as un petit peu dit, là. Demain, bonne nuit. Donc, mais à un moment donné, oui, c'est ça. Il y a des enfants qui, je me souviens très bien, il y a une maman qui dit 16 fois, là, je la vois, elle fait la toilette, là, puis là, elle se force, elle fait une goutte, elle fait pipi, maman. Ben non, mais là, c'est pas un... Ouais.
Je veux dire, c'est probablement des larmes de yeux qui se sont rendues jusqu'en bas tellement à force, tu sais. Fait que c'est ça. Mais où la limite entre je respecte ça, oui, on va aller à la salle de bain, puis à un moment donné, c'est demain, on fera pipi dans le pot. Tu sais, où c'est des 3 fois, je sais pas comment y a-tu une quantité, comment on peut. Ben, je dirais, ultimement, c'est aux parents à voir. Là. Si l'enfant fait vraiment pipi ou, comme tu dis, utilise, là, parce que, non, Ok. nos enfants, ne nous manipulent pas, là, comme Non. un enfant, la nuit, il dort. Puis il n'y a pas beaucoup d'enfants qui font pipi au lit volontairement, là. Non. En fait, il n'y en a pas. Il y en a pas. Non, c'est ça. Non, moi, c'est Il y en plus a- au moment de l'endormissement. Oui, mais mettons, c'est là. ça, mais c'est juste, quand tu disais ta question, ça me faisait penser à ça, fait que je voulais juste, Oui. de fait. Mais il y a beaucoup de gens qui recommandent la limite, c'est une visite supplémentaire à la toilette. En fait, si ton enfant a un pot dans sa chambre, il est capable de l'utiliser de manière autonome. S'il se met à J'aime jouer avec ça. son pot pendant une demi-heure, on enlève le pot le temps que l'enfant s'endorme, puis on peut aller le déposer pour qu'il l'utilise pendant la nuit. Mais c'est vrai que ça arrive qu'il y a des enfants qui, dans l'excitation de la routine du dodo, là, je sais que ça devrait être apaisant, la routine du dodo, mais tu sais, chez nous, il y a 4 enfants, fait que tu peux t'imaginer que, mettons, c'est pas tout le temps très reposant. Puis il y a beaucoup de parents aussi chez qui c'est comme ça, fait que ça se peut qu'un enfant, juste avant de se coucher, il soit comme encore trop dans l'excitation, puis il n'y arrive pas. Puis c'est effectivement 5 minutes après être couché que là, l'énergie tombe, puis là, le besoin de faire pipi se manifeste. Puis là, oui, on peut effectivement permettre à notre enfant d'utiliser la toilette. Mais typiquement, si c'est vrai ce qu'il dit, il va le faire, son pipi, puis il va le faire une fois. Puis si l'enfant avait déjà fait pipi avant de se coucher, ce qui est recommandé en termes de routine, là, nous-mêmes, les adultes, là, c'est bon de faire ça. On peut laisser une chance, mais après ça, non, désolé. Là. Non, Parfait. désolé, c'est fini. Moi, c'est ça que je recommanderais. Je ne sais pas si c'est en cohérence avec toi, ce que tu dis dans ton livre. Ben écoute, il y a comme un chiffre magique. Il y a des chiffres magiques qui se sont ponctués dans la philosophie urbaine. Puis là, moi, c'est 2, 3. Mais tu sais, au bout de 3 fois, là, tu peux commencer à penser qu'effectivement, c'est un prétexte pour te voir. Puis moi, j'ai aussi de mon dire, dépendamment de où ton enfant est rendu, tu vas le laisser le plus possible se débrouiller par lui-même. En ce sens que si tu sais que ton enfant est capable d'y aller tout seul à la salle de bain, tu dis, OK, vas-y, tu ouvres la porte, tu attends qu'il y aille, tu attends qu'il fasse ses choses, supervise et tu le laisses se retourner directement à son lit. Tu ne feras pas comme la routine de le remettre les couvertures, les doudous, les toutous, l'accompagner, te mettre à jouer à côté, le regarder, le féliciter. Tu sais, ça devient trop licorne arc-en-ciel. L'enfant, lui, prend juste le beau de ce moment-là, puis là, réalise que, ben ça, cette formule-là, ça fonctionne. J'ai même des félicitations, j'ai de l'attention, j'ai une certaine proximité. Ça devient trop le fun, je vais le demander. Fait qu'à un moment donné, c'est toujours aussi de, oui, respecter l'enfant, mais de dire, tu vas aller faire pipi, vas-y. Mais là, c'est pas vrai que je vais me transformer en cheerleader du pipi. Je peux faire ça le matin quand tu te lèves, je peux faire ça à d'autres moments de la journée. Mais c'est pas vrai que la deuxième fois que tu me demandes d'aller à la salle de bain, je vais utiliser la même façon de faire. Fait que oui, effectivement, c'est complètement en cohérence avec la philosophie urbaine. Et puis, l'autre question, moi, que j'ai à te poser, parce que là, ça fait un petit bout qu'on est passé par ce processus-là, mais il me semble que la propreté, c'est quand même encore quelque chose qui est un prérequis pour rentrer à la maternelle 5 ans. Est-ce que je me trompe? Bien, c'est ce que je pensais moi aussi, mais j'ai entendu que non. J'ai entendu plusieurs intervenantes dire que ce n'est pas un prérequis, et surtout depuis que la maternelle 4 ans, ça inquiétait... matériel 5 ans. Oui, non, mais même pas, il paraît. Donc, moi aussi, je pensais ça, mais apparemment, non. Par contre, on s'entend que un professeur de maternelle qui a une classe de plusieurs enfants, qui est dans une école primaire qui n'a pas les mêmes installations qu'une garderie ou un CPE, c'est quand même franchement préférable que l'enfant soit propre avant la rentrée à la maternelle 4 ans et 5 ans. Si l'enfant a un problème quelconque qui fait que l'apprentissage de la propreté se passe plus tard, je pense que c'est tout à fait compréhensible. Mais pour un enfant, disons, neurotypique, normal, entre guillemets, qui n'a aucun facteur de risque qui nous permettrait de penser que ça serait plus long ou plus complexe ou quoi, il me semble que c'est vraiment préférable de commencer beaucoup plus tôt que ça. Puis généralement, c'est un processus qui est complété là, de jour et de nuit avant 5 ans. Là. La moyenne en Amérique du Nord, c'est 3 ans. Là. Donc, même si le concept d'une moyenne, c'est qu'il y en a avant puis il y en a après,
Normalement, rendu à 4 ans, là, on peut s'attendre là, raisonnablement à ce qu'un enfant soit propre. OK. Puis là, je me permets de poser une question parce que moi, de mon titre, je suis consultante sommeil. Donc, je gère ce qu'on appelle de l'insomnie comportementale. Un enfant qui pourrait dormir et qui ne peut pas, qui finalement décide de ne pas dormir ou d'outiller les parents. Bref, je ne suis pas une experte sommeil, je ne suis pas une spécialiste du sommeil, je ne fais pas de recherche, je ne suis pas psychologue, je ne diagnostique pas des troubles de sommeil. Moi, j'aime bien dire des défis sommeil parce que des troubles de sommeil font vraiment partie des troubles psychopathologiques et dont je n'ai pas la notoriété ni les connaissances à diagnostiquer. Donc, moi, s'il y a un trouble d'énurésie nocturne, je ne sais pas comment dire, énurésie nocturne, oui. Est-ce que toi, dans ta formation, tu es outillé à ça? À quel âge on pense que c'est de l'énurésie nocturne versus des pipis au lit? Est-ce qu'on appelle Ariane? Est-ce qu'on va en médecine traditionnelle? Comment ça fonctionne, ça, cette zone grise-là, là, entre pipi au lit en apprentissage de la propreté et vraiment je vais vous dire le trouble d'énurésie nocturne, là, mais je ne sais même pas si ça s'appelle un trouble officiellement. Oui, bonne question. Un trouble, je pense pas que c'est une maladie. Moi, je suis dans une situation similaire à la tienne. Là. Moi, j'ai une formation en sciences sociales, une maîtrise en sciences politiques. Donc, ça fait que je suis très curieuse. Je m'intéresse beaucoup à la manière dont on s'occupe de nos bébés, de nos enfants, toutes les variations. Je voterais pour toi pour le ministère de la Famille et des Aînés, par exemple. Moi, je vote pour toi. Je vais aller passer des pamphlets si tu veux, Ariane, un jour. Mais moi aussi, il y a certaines choses qui, à un moment donné, dépassent les limites de mes capacités, de mes fondations. Donc, pour ce qui est de l'énurésie nocturne, que ça s'appelle, c'est un très gros mot. Hein, c'est un très gros mot, oui. Puis, c'est à partir de 5 ans qu'on va parler d'énurésie nocturne. OK. Donc, puis, on peut effectivement aller chercher. Il y a certains cas où ça demande vraiment, où il y a des causes médicales, donc un médecin, une infirmière avec un spécialiste qui est l'urologue, ou encore du côté psychologique, psychoéducatrice, psychomotricienne, c'est des gens qui ont comme des compétences plutôt dans le champ médicinal. Mais si quelqu'un, par exemple, aurait de la difficulté à obtenir une consultation puis voudrait venir me consulter, il y a quand même un certain nombre de choses que je peux faire en accompagnement. Puis aussi, comme tu dis, les défis plutôt que les pathologies. Donc, c'est sûr que il y a un certain point où, comme, quand faut-il s'inquiéter, X, Y, Z, si tu vas voir un médecin avec un bébé, un enfant de moins de 5 ans qui fait pipi au lit, il va dire, il n'y a pas plus que 5 ans, il n'y a pas raison de s'inquiéter, moi, je peux rien faire. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas raison de s'inquiéter qu'il n'y a rien que tu peux faire. Puis, en fait, souvent, les parents vont beaucoup se dire « Ah, attends, ça va passer tout seul, ça va se régler quand il va être prêt. » Je pense qu'avec le sommeil aussi, on a beaucoup ça, là. « Ah, attends, ça va passer. » Alors que c'est comme le parent vit une situation problématique, une situation difficile, puis se faire dire juste « Ah non, il faut juste que tu attendes », c'est plus ou moins aidant pour le parent. Fait que moi, je suis là avec le langage aussi. Le langage aussi, souvent, les orthophonistes disent ça. « Attendez pas 3 ans. » Si vous pensez que votre enfant, on va au moins l'évaluer, savoir si moi, je peux vous aider. Peut-être qu'effectivement, mon constat sera effectivement le temps rendra. Les choses s'arrangeront avec le temps. Mais d'avoir au moins une ressource comme toi parce que c'est un peu, puis encore une autre fois, un parallèle avec le sommeil. Puis finalement, on a plus de parallèles à faire que je pensais. Mais de faire un parallèle avec le sommeil, c'est qu'on a très peu de gens qui sont orientés vers ces approches-là. Tu sais, moi, je veux dire, il y a 14 ans, tu m'aurais dit OK, je veux parler de propreté avec quelqu'un d'autre que mon médecin. C'est très difficile d'avoir un médecin, particulièrement au Québec. Que ça, c'est quand tu as la chance d'avoir un médecin de famille. Fait, tu sais, je veux dire, c'est bien qu'on ait maintenant, grâce à toi, grâce à Le Petit Pot plutôt, des ressources pour au moins aller dire « Hey, moi, Ariane, j'aimerais ça te parler de quelque chose. » Peut-être que tu pourras aider à la problématique. Peut-être que ton réflexe sera de référer avec d'autres professionnels, mais au moins de permettre aux parents d'aborder ce sujet-là avec quelqu'un qui a des connaissances plus poussées que ce qu'on peut retrouver sur Doctissimo, mettons, tu sais. C'est ça. Puis des fois aussi, moi-même, comme ce que je suggère, je comme, c'est pas sorcier, tu sais, comme plein de trucs que j'ai dit aujourd'hui que c'est pas non plus, c'est donc bien inattendu qu'elle nous dise ça, tu sais, mais justement, d'avoir quelqu'un qui est comme une centrale d'information qui va t'inviter d'avoir à faire des recherches, 45 recherches Google, lire 12 blogs, puis emprunter 3 livres à la bibliothèque, d'avoir tout ça à un endroit, puis d'être accompagné dans le processus, d'avoir une personne à qui tu peux dire « Ah, ben là, on a essayé ça, puis ça n'a pas marché. OK, ben maintenant, on va essayer ça. » Puis
quelqu'un qui est là puis qui t'écoute aussi, c'est des fois aussi quelque chose que les professionnels de la santé peuvent pas offrir, là, tu sais, le suivi plus humain, c'est ça, ils ont pas le temps. l'accompagnement. Donc, il y a toutes sortes. Avant de s'inquiéter, on peut quand même consulter. Puis s'il y a une situation qui te pose problème, te rend inconfortable, ben, je trouve que pour les parents, c'est 100% légitime d'aller chercher de l'aide pour ça. Parce que là, on est rendu à la portion du balado où tu nous expliques comment on fait pour te rejoindre. Puis est-ce que tu en fais, toi, du one-on-one, de dire, moi, je suis rendu là, j'aimerais que quelqu'un m'accompagne dans ce processus-là, ou c'est plus des formations en ligne? Explique-nous ton offre de service, ma chère Ariane. Oui, hello. Mon offre de service, maintenant, au moment où on enregistre ce podcast, est quand même un petit peu spéciale parce que ce que j'ai pas dit au début, c'est que présentement, j'habite à Boston avec ma famille. Nous, on est une famille un petit peu suago. Là. Je dirais pas qu'on est des globetrotters, mais on est des déménageurs. On a vécu à Chicago. Là, présentement, on est à Boston. Donc, il y a certains de mes services qui sont pas présentement disponibles, mais Le Petit Pot Plus Tôt, vous pouvez me retrouver à lepetitpotplutôt.com, aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram à Le Petit Pot Plus Tôt. J'offre principalement des cours en ligne parce que c'est le plus simple, peu importe où j'habite dans le monde, les gens ont accès, puis c'est là. Mais c'est en format asynchrone ou c'est déjà préenregistré ou il y a moyen qu'on entre en format asynchrone? Bien, principalement. La porte d'entrée, c'est mes formations de base, introduction. On en a une sur la chenille 0-18 mois, puis une sur la propreté 18 mois et plus. Puis, dans un monde idéal, j'ai une boutique en ligne, mais là, présentement, je fonctionne plus par commande ponctuelle par année. J'annonce ça dans mon infolettre. OK, là, c'est tel produit. Si vous le voulez commander, ça s'en vient dans X temps. Puis, les consultations one-on-one, ça va être de retour en 2025 aussi. J'aime beaucoup ça. Il faut juste que je réarrange mes choses. Mais s'il y a un parent qui nous écoute présentement en 2024 puis qui dit « Non, moi, j'ai besoin d'aide hier », bien, juste à m'envoyer un petit courriel à ariane@lepetitpotplutôt.com. Puis, il y a moyen d'improviser quelque chose. J'aime pas ça laisser des parents qui ont besoin seuls dans leur coin. Donc, on va arranger quelque chose. Puis, tout à ton honneur. Puis ça, c'est la grosse différence. Non, mais on n'en parle pas assez de... Parce que même dans le monde du sommeil, il y a d'autres entreprises qui font de la consultation sommeil. Le Bedaine Urbaine, on était parmi les premières, mais on n'est pas les seuls, loin de là. Puis c'est ce qui fait un peu la richesse de nos entreprises, la tienne et la mienne, c'est que tu parles réellement à la vraie personne, derrière la caméra, derrière les réseaux sociaux. Puis je pense que tu as un peu la même vision de moi, de dire, moi, je suis là pour aider. Fait que là, le service n'existe pas officiellement, mais tu sais, si tu as besoin d'aide, je vais être là. Je vais me trouver un 15 minutes, on va gosser quelque chose, comme on dit en bon québécois, pour te permettre d'avoir accès à des services. Fait que c'est tout à ton honneur, ma chère Ariane. Je suis jalouse que tu sois à Boston, Massachusetts. T'as bien compris l'essence de mon approche. Non, mais je trouve ça vraiment chouette. Puis je te félicite quand même d'avoir eu cette idée-là très précurseur. Là, comme tu le disais, dans le domaine francophone, ça n'existait pas. Fait que je félicite aussi ton élan entrepreneurial, ma chère Ariane. Merci. Merci beaucoup à toi. Alors, pour retrouver Ariane partout sur les réseaux sociaux, Le Petit Pot Plus Tôt, merci beaucoup pour ce vraiment très chouette entretien. Ariane, je te remercie de ton précieux temps et on se trouvera sans aucun doute une autre façon de recollaborer ensemble, ma chère. Merci beaucoup pour ton invitation, Marie-Pierre. Au plaisir. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.